Bonjour Bukavu, je pense que vous allez très bien. C'est toujours Mbegu Podcast et nous sommes là pour vous éclairer sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Moussa. Mais avant que je ne continue, il peut se présenter. Merci beaucoup, Léonard, pour la parole. Je suis docteur Moussa Biamungu Moïse. Je ne pense pas être nouveau à Bukavu, surtout dans le monde médiatique. J'ai été avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves dans les émissions de génie en herbe culturelle interscolaire à la RTNC à l'époque. Je suis médecin chez IPAS, c'est une organisation américaine de défense des droits de la femme. Les bureaux est à Kinshasa et nous avons d'autres succursales au sud Kivu, à Goma, au Kasaï ainsi qu'à Lubumbashi. Donc, je suis heureux d'être invité et de faire partie de cette émission. Oui. Merci beaucoup, docteur. Alors, il y a des sujets dont vous maîtrisez très bien, mais dont la population a une compréhension très erronée, et nous aimerions bien que vous puissiez nous éclairer. Alors, directement, on va parler des protocoles de Maputo. Une avancée ou une menace? Ça sera le premier sujet que nous allons entamer avec vous. Et directement, je préfère y aller avec des questions. Alors, que pensent les communautés de Bukavu, parce que nous sommes à Bukavu, du protocole de Maputo? D'après vos expériences, en tant que docteur, est-il bien compris ou mal interprété? Oui, merci de la parole. Il est question d'éclairer le protocole de Maputo parce que vous savez, même la Bible le dit, mon peuple périt Par par manque de défaut de connaissances. connaissances. Oui. Et si vous pouvez prendre l'initiative d'informer les gens sur des thématiques spécifiques, c'est une très bonne chose que moi j'appuie. J'estime que Bukavu qui nous suit a intérêt d'appuyer ces initiatives. Et je pense qu'il ne faut pas seulement rester sur les thématiques de santé, qui sont d'ailleurs mieux abordées. Il y a des thématiques d'environnement, il y a beaucoup de saleté dans la ville, Oui. et d'autres thématiques, d'autres antivaleurs qu'on doit nécessairement combattre. Et parlant du protocole de Maputo, j'aimerais d'abord commencer par Tosa Moissi, comme vous me donnez la parole de l'opportunité. Oui. Je porte un t-shirt, son équipe Tosa. Tosa Moissi, Oui. c'est-à-dire Respectons la femme. Respectons la femme. Nous sommes dans le cadre des campagnes de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Et l'une des causes de ces violences, toujours comme je l'ai dit, c'est manque d'information, manque de connaissances. Alors, abordons sur la question du protocole de Maputo. Oui. Le protocole de Maputo, c'est un instrument de justice, de défense des droits de la femme. On prend ça tout simplement comme ça. Maputo, comme vous le savez, c'est Mozambique. Oui. Les États se sont réunis là-bas et les États ont décidé de mettre en place certains articles qui accentuent les dispositifs juridiques qui existent déjà et qui plaident pour la défense du droit de la femme. C'est en sorte ça le protocole de Maputo. Alors le protocole de Maputo dispose de 32 articles. Oui. Et de ces 32 articles, il n'y a que l'article 14. 14. Si on va y arriver, parce que c'est là Oui. où on parle de l'avortement sécurisé. Et c'est là où on parle de la planification familiale, la contraception, ainsi de suite. Et c'est d'abord un instrument qui protège les droits de la femme. Un instrument de justice qui protège les droits de la femme. Et que, comme vous le savez, nous sommes dans un État moniste. C'est-à-dire, quand un pays ratifie les traités internationaux, ces traités internationaux priment sur les droits du pays. Les juristes qui nous écoutent doivent connaître et savoir cette histoire-là. C'est-à-dire que quand notre pays s'est mis avec d'autres pays pour ratifier les protocoles de Maputo, c'est-à-dire que, comme le protocole, heureusement, je suis venu avec une copie ici, a déjà été publié au journal officiel, c'est-à-dire que c'est d'application en République démocratique du Congo. Mieux serait de parler des choses qu'on connaît et les choses qui sont documentées pour éclairer la population et la communauté, plutôt que de parler en l'air. Donc, ce n'est pas ma signature, ça c'est la signature de Joseph Kabila. Et ça a été fait, alors président de la République, le 9 juin 2008. Tu vois? C'est la RDC ratifiant ainsi les protocoles. Et la loi a commencé à être en application en RDC depuis le 4 avril 2018. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire qui concerne X ou Y. Et quand c'est une question de loi, ça frappe tout le monde, ça concerne tout le monde. Oui. Voilà. Ah, je comprends très bien. Et pour... vous venez de dire que le protocole de Maputo fait partie de l'arsenal juridique que possède la République
démocratique du Congo, conformément aux articles 215 de la Constitution, je crois. Alors, selon vous, le protocole représente-t-il un danger pour nos valeurs ou une opportunité pour améliorer la santé des femmes? Oui. Bon, en fait, moi, je pense que c'est l'examen du contenu du protocole. Oui, À mon avis, j'estime que le protocole, comme je l'ai dit, c'est un instrument de justice qui vient renforcer. renforcer. Mais le problème que nous avons, c'est la méconnaissance des dispositions de ces dix protocoles. Parce que quand les gens ne connaissent pas ce que dit le protocole, ils inventent des choses. Mais en réalité, quand vous lisez le texte, vous vous rendrez compte que c'est juste un texte qui protège les droits de la femme. Et que ce n'est pas un texte imposé à la femme, À la femme. mais c'est un texte qui laisse la liberté à la femme de décider. Son corps, son choix, sa décision. Et c'est ratifié. Et comme c'est ratifié, ça prend force de loi, c'est-à-dire c'est applicable à tout le monde. Aujourd'hui, une femme ne peut plus souffrir de certains abus qu'elle avait eu à subir avant-hier ou hier, avant l'avènement du protocole de Maputo. Et c'est comme ça que la loi a évolué. OK? Peut-être pour ne pas aller Eh trop oui, dans les détails, eh oui. vous allez vous rendre compte qu'avant la période coloniale, les colonisateurs avaient besoin de gens, main-d'œuvre, pas pour faire développer les pays, les États qu'ils colonisaient, mais pour ses intérêts, ses économies. Et il avait besoin des méthodes qu'on appelait les méthodes restrictives, par exemple, en parlant sur les méthodes d'avortement et la planification familiale. Avant, tu ne peux pas décider de ne pas avoir un enfant. Tu étais Eh oui. punissable de 5, 15, 30 ans. Tu devrais être sanctionné. Pourquoi? Parce que les colonisateurs avaient besoin de main-d'œuvre. Il est arrivé l'avènement de Mobutu avec la zaïrianisation de Oui, 1973, où on commençait déjà à alléger la loi en utilisant certaines méthodes de planification familiale moins restrictives. OK? Et Mobutu, à l'époque, il a amené ce qu'on appelait les naissances désirables. C'est-à-dire, les couples avaient les décisions de mettre au monde, mais selon leurs propres désirs, selon leur propre volonté. Et maintenant est venu l'ère du protocole de Maputo, c'est l'ère actuelle, où on parle de la décision de la femme. C'est la femme qui décide sur son propre corps, et que pour moi, j'estime que ce n'est pas en quelque sorte limiter les droits de la femme. Moi, j'estime que c'est une bonne chose, c'est un bon texte que nous pouvons nous approprier. Et souvent, quand nous sommes dans la communauté, on nous pose certaines questions. Docteur, est-ce que tu peux accepter? Oui, ou tu sais, Est-ce que... à toshe mimba yenye huyo mwalitia. C'est pas mon corps, c'est pas ma décision, c'est pas mon choix. Qui c'est que c'est mon enfant? Si elle décide comme ça, c'est pour de bonnes raisons. Mieux serait qu'elle m'associe, mais s'il ne m'associe pas, pourquoi la contredire? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut que les gens comprennent et qu'il faut qu'on explique aux gens pour qu'ils comprennent. Voilà. Alors, vous avez parlé du fait de disposer de son corps Oui. de la femme. Mhm. Alors, directement, je vous repose la question. Le fait que pour votre femme, par exemple, de disposer de tout son corps, Mhm. ça ne vous dérangerait pas du fait qu'elle décide d'avoir juste un enfant et vous, vous en voulez 5? C'est une question de respecter sa décision. Des décisions. C'est ça. C'est une question de décider. Vous savez, quand on épouse une femme, on ne l'épouse pas pour la faire une esclave. OK? Mais ce que nous disons toujours dans la communauté, la bonne des manières des choses, c'est de parler, c'est de discuter. Ça, je suis en train de le dire au couple. Oui, Moins vous restreignez l'espace de discussion dans le couple, plus beaucoup de choses vous échappent. Et là, vous n'allez pas faire quelque chose de stable. Et c'est ce que nous disons. Si ma femme est venue de chez elle avec l'idée d'avoir un enfant, il faut que je sois là pour l'écouter d'abord. Et quand je l'écoute, je lui dis, voilà ma femme, si nous avons un enfant dans un pays, par exemple, instable, demain on peut le perdre. Et pourquoi pas ne pas avoir 2 ou 3 ou 4. L'idée, ce n'est pas de l'amener à minimiser sa décision, de l'écouter d'abord et l'écouter. que, en fin de compte, nous trouvions des compromis. C'est ça la véritable planification familiale. Mais quand vous venez, vous vous dites que non, tu es une femme, tu dois avoir un enfant aujourd'hui, tu dois avoir un enfant demain parce que c'est moi qui ai donné les vaches chez toi. Écoutez, ça c'est esclavage, ça. Vous allez traiter votre femme de manière indécente. Traitement inhumain. Oui, tout dégradant. à fait. En fait, nous disons que moi, je suis d'abord féministe. Oui, Je suis du côté de ceux qui défendent les droits de la femme. J'estime que la femme a sa place dans la société, a sa place dans la communauté. Et nous devons respecter la décision de la femme. Combien d'hommes, je vais poser cette question aux hommes, combien d'hommes acceptent-ils de subir une castration? Parce que la planification familiale ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi l'homme. Est-ce que ta femme peut te dire, voilà, chérie, vous allez continuer à faire l'acte sexuel, mais vas-tu accepter?
Tu vois que ce sont des questions qui sont relatives. Voilà. Oui, je comprends très bien. Alors, parlant de la question de planning familial, est-ce que vous trouvez que c'est une pratique qui est conforme aux traditions que nous avons ici à Bukavu? Oui, la planification familiale a ses points positifs, Oui, beaucoup même. J'avais un ami, je parlais avec lui il y a peu, il me disait, bon, je vis une école quelque part à Bukavu, je ne fais pas l'apologie de cette école-là. Et c'est une très bonne école qui vient de commencer. Et cette école-là, j'aimerais vraiment que mon enfant étudie là-bas. Je dis, mais oui, mais tu peux l'amener. Il m'a dit, non, il y a des effets purement pécuniaires. Là, on demande $500 par trimestre. J'ai bien. 8 enfants, moi, je vais les envoyer là-bas tous. Donc, parmi les bienfaits de la planification familiale, il y a cet aspect économique. Il y a cet aspect-là de préserver le corps de la femme. Voyez. Il y a cet aspect-là, je dirais, sur le plan programmatique. Oui. Vous n'allez pas avoir des enfants tous les jours, même si on dit que la Bible dit qu'il faut remplir la terre. Si on te la laisse seule, tu ne la rempliras pas. On connaît Salomon qui en a 1000 et il a eu du mal à remplir toute la terre. Donc c'est une question, c'est une façon de vie. La Oui, oui. planification, c'est une façon de vie. Une convention entre deux personnes, entre deux couples, mais sachant que la décision qui prime, c'est la décision de la femme. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les hommes sont moins actifs et il y a donc d'autres hommes qui apprennent de loin que la femme a opté à la planification? Pourquoi cette Bon, en fait, c'est une question d'information. C'est à oui, cause de ça que j'ai dit encore que votre média ici, c'est un média que moi j'appuie, j'encourage. oui, Et par rapport à la qualité du travail, peut-être on peut voir comment on peut nouer d'autres relations. oui, Et j'estime qu'il est temps pour que les gens comprennent certaines choses. Il y a toute une série d'enseignements sur la masculinité positive pour qu'on amène un homme à changer d'attitude, à changer de comportement. Pendant cette période de 16 jours d'activisme, on ne peut plus accepter qu'une femme soit le bourreau d'un homme. Non, non, ça vraiment, nous sommes tout à fait contre. Il faut que les hommes apprennent à respecter les droits de femmes. Et la bonne manière de l'apprendre, c'est la vulgarisation de la loi déjà qui existe. qui existe. Il y a déjà une loi qui existe. Oui. Alors, on va essayer un peu de parler de l'accès à la contraception pour les jeunes filles, Mhm. entre droits et Mhm. réalités. Et directement, est-il facile pour une jeune fille non mariée Mhm. à Bukavu d'accéder aux services de contraception? Oui, c'est un Comment? droit. Euh, le service de contraception est autorisé en République démocratique du Congo pour toutes les femmes en âge de procréer. Et l'âge de procréation part de 14 14. à 49 ans ou 15 à 50 ans. C'est-à-dire une femme déjà à partir de 14 ans, si elle va dans une structure de santé, elle a droit aux méthodes contraceptives si elle le désire. Et là, j'insiste, je dis aux parents, ce que vous cachez aux enfants de connaître, ils les découvrent et ils les découvrent mal. Mal. Et ils les appliquent mal. Vous allez être dans votre maison, votre enfant a déjà un dépôt. Vous-même, vous ne savez même pas les dépôts, c'est quoi. Mieux serait de donner les informations aux enfants pour qu'ils Oui, sachent. Et nous le disons, nous insistons, la première place où on éduque l'enfant, c'est dans la famille, avant qu'il n'aille à l'église, avant qu'il n'aille à l'école, avant qu'il n'aille dans la communauté. Malheureusement, beaucoup de parents sautent ces étapes, mieux encore les parents qui envoient leurs enfants à l'école, mais ils sautent l'étape de la maison. Vous laissez que votre enfant se fasse tripoter avec des informations erronées parce que vous n'avez pas juste voulu l'informer, l'informer. vous lui avez caché l'information parce que vous avez estimé que c'est un tabou. Le monde de l'intelligence actuelle, cacher la réalité à votre enfant, il va mal découvrir ça hier et ça sera à votre perte. Ah, je comprends très bien. Alors, vous êtes docteur. Vous êtes docteur. Alors, est-ce que l'accès à ces services sont-ils payants ou- Oui, pour le moment, c'est au cas par cas à partir de structures qui sont appuyées, Oui, mais les services de contraception sont des services gratuits. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable qu'une fille qui a fait des relations sexuelles, par exemple, non protégées, elle se rend compte que parce que faire l'amour, c'est un droit. Ça aussi, c'est un débat. ok. Mais c'est un droit. C'est un droit. Par exemple, une fille a fait et elle part à la pharmacie pour acheter 72 heures. C'est gratuit dans les services, dans les structures. Ok. Allez les prendre dans les hôpitaux. Je ne viens pas ici pour faire l'apologie des structures qui donnent ça, mais nous, par exemple, dans le cadre de iPass, nous donnons ces médicaments gratuitement pour donner l'accès à ces femmes-là d'avoir ces services à leur portée. Je comprends très bien et je suis en train d'être éclairé. Alors, juste une dernière question. On va essayer un peu de parler de l'avortement médicalisé Mhm, et les protocoles de Maputo, parce que mhm, ça reste un sujet sensible. mhm. euh,
J'aurais voulu que nous ayons peut-être une émission. On va Oui, discuter de ça peut-être après. peut-être après, Oui, oui. pour que nous ayons des gens. Il y a ce qu'on appelle les groupes d'opposition, c'est les Oui, groupes de monitorage, notamment les groupes religieux, notamment les chefs coutumiers, oui, tous les conservateurs là. Ce sont les oui, conservateurs qui font qu'il y ait obstacle à cette loi. Mais bon, Dieu seul sait ce qu'ils font de ce qui n'est pas loi. En fait, l'avortement sécurisé, pour en parler, c'est autorisé en République démocratique du Congo à partir du protocole de Maputo sous oui. certaines conditions. Donc l'avortement a déjà été légalisé Légalisé. sous conditions en République démocratique du Congo. Et il y a ce qu'on appelle les conditions de fond et les conditions de De forme. forme. Alors pour les conditions de fond, il faut que la femme soit violée, soit agression sexuelle, soit inceste, soit d'une grossesse qui met en danger la santé mentale ou sexuelle de la femme. Ça sont les conditions de fond. Mais pour conditions de forme, il faut que l'avortement soit pratiqué par un prestataire de soins formé, utilisant les méthodes reconnues par l'Organisation mondiale de la santé, les méthodes qui sont déjà disponibles ici à Bukavu, mais aussi pratiquées de manière sécurisée dans une structure reconnue par l'État. C'est ça l'avortement sécurisé. Pourquoi j'insiste sur cette question-là? Parce que quand une fille veut se faire avorter, je vous l'ai dit, et peut-être vous pouvez faire des démarches, vous pouvez les trouver, elle finit par avorter. Mais donner l'accès à cette fille de le faire de manière sécurisée, tout simplement. Parce que si c'était votre enfant, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas bien subir, bien doser cet aspect-là. Que votre enfant, on a vu beaucoup de filles mourir comme ça. Il a manqué ou aller se faire soigner, il s'est fait soigner, il s'est fait tripoter et que peut-être demain ou après-demain, il manque d'enfants. Et le protocole de Maputo, ce n'est pas que c'est un protocole qui vient favoriser les avortements, non. C'est un protocole qui vient donner, renforcer l'accès aux services de soins à la femme. Alors, Renforcer l'accès, alors, oui. le protocole, est-ce que le protocole ne se limiterait-il pas juste au texte? Parce que si nous vivons ici à Bukavu, Mm. on s'est dit, pour deux personnes, peut-être qu'il y a des gens qui meurent même quand ils sont en train d'avorter. Les C'est parce que avortements les hôpitaux, clandestins. peut-être, Non, les avortements clandestins. Actuellement, en tout cas, il y a moins de 1% de oui, femmes qui meurent si elles se font soigner de manière sécurisée. Et ce sont des soins qui sont ici à Bukavu gratuits même. comme où par exemple, Ah, si vous l'autorisez, je peux vous le dire. Si vous allez à l'hôpital de Kadutu, peut-être des vous cas allez de à tout. l'hôpital général de Bagira, Oui. vous allez à l'hôpital de Nyantende, vous allez au Fila à l'essence, vous allez au Croix-Rouge Ngouba, vous allez à l'hôpital de la police, vous allez à Ok, l'hôpital militaire FAC. Il y a des hôpitaux. Vous les faites à ok. Bukavu. Les médicaments sont là. Nous, on appuie en commodité pour que les services soient alimentés et qu'ils aient les médicaments. Alors, dans 30 secondes, docteur, comment on peut concilier la foi, droit à la vie et santé des femmes dans le contexte du protocole de Maputo? Oui, en fait, concilier les droits, les lois à la La femme, foi, vous savez, on doit faire la part des la choses. part de choses. Oui. Ok, Quand nous sommes dans ce qui est légal, on reste dans les cadres légaux. ouais, Et les cadres légaux et d'application, c'est pas pour rien qu'on peut arrêter un prêtre. oui, Est-ce que le prêtre, lui, n'est pas passible des actions de l'État? Oui. oui. Si un prêtre fait une erreur, on l'arrête parce qu'il est un hors-la-loi. Donc nous devons rester dans ce que dit la loi, ce que disent les textes, et ça reste d'application. La question de foi, chacun peut conserver sa foi de sa manière. Ok, Si tu estimes que tu tombes enceinte, il faut garder ta grossesse jusqu'à l'accoucher. Personne ne viendra te dire de l'enlever. ok. Mais ce que nous disons, on ne peut pas supporter qu'une femme meure parce qu'elle a cherché les services de santé et les a manqués. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus moderne ou Oui, d'applicable. oui. Oui. Vraiment, docteur, je crois que nous aurons beaucoup à développer dans les prochains épisodes. Mais pour aujourd'hui, nous préférons nous limiter par ici. Sinon, je vous donne une minute ou deux, tout au plus 2 minutes, pour faire passer un message à toute la population, tous les couples, Oui, toutes les jeunes filles de la ville de Bukavu. merci. Le message que je vais passer, c'est dans le cadre de 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences sexuelles et basées sur, sur les genres. Cher homme, un vrai mari, c'est celui qui sait respecter les droits de sa femme. Un vrai mari, ce n'est pas celui qui traite la femme comme un animal sauvage. Non. Nous devons respecter la femme, nous devons respecter les droits de la femme, nous devons valoriser la femme au sein de la communauté et nous devons savoir que la femme, quand nous l'avons adoptée,
c'est par ce valeur. On n'a pas pris la femme parce qu'elle est venue pour venir, non. Nous l'avons adoptée, cooptée dans nos vies pour ses propres valeurs. Elle nous donne la progéniture, elle nous donne les enfants, elle nous donne le plaisir, elle nous donne l'environnement, elle nous donne tout. Donc pour moi, la femme, c'est à protéger. Ah, ok. Pour moi, la femme, c'est à protéger. Et j'invite les hommes comme moi Oui. de changer les attitudes, de changer de comportement, d'avoir une attitude positive, de changer positivement. C'est inconcevable que ma femme n'ait pas accès à mon téléphone. Pourquoi? C'est inconcevable que ma femme n'ait pas accès à mon salaire. Pourquoi? Tout ça, ce sont des formes de violence et qu'on doit vulgariser pour que les hommes sachent que ça, on a pokea kama kuta. Bien qu'on appelle ça zidjoua. On appelle ça zidjoua zoté. Bon, merci. Merci beaucoup, docteur. C'est un grand plaisir. Merci, mon frère. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci. Ah.